Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur nos antennes, celle de la télévision panafricaine pour cette édition d'appel sur le continent consacrée à cette rencontre au sommet entre les deux chefs d'État de la République du Mali et du Burkina Faso, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, se sont donc rencontrés. L'objectif de cette rencontre était bien sûr de recommencer, de renouer des relations de coopération fiables entre le Burkina Faso et le Mali. À la suite donc de cette rencontre entre les deux présidents de la République, ces derniers ont donc décidé d'unir leurs forces pour combattre le terrorisme dans leurs pays respectifs et également dans la zone du Sahel. Nous parlons donc de cette actualité avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans cette édition d'appel sur le continent. Pour faire le débat ce soir, nous sommes avec des invités de l'autre côté. Linda Larbaoui est de la partie ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, nos téléspectateurs et vos invités. Merci à vous, Linda Larbaoui, d'avoir répondu à cette invitation. Adama Sawadogo, avec nous également. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices d'Afrique Média. Voilà, juste ravi d'être parmi vous ce soir pour ce débat panafricain du siècle Mali-Burkina Faso. Merci à vous, Adama Sawadogo. Avant de faire le débat, on va aller du côté de la réalisation, prendre cet extrait du président Ibrahim Traoré à sa sortie, autant pour moi, de la rencontre avec le président Assimi Goïta. Ce dernier a réaffirmé la volonté des deux chefs d'État de lutter main dans la main contre le terrorisme. On prend l'élément, on revient par la suite sur le plateau pour en parler. Alors, l'objet de la visite, c'est une visite de courtoisie et d'amitié envers un peuple frère. Et le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite. Est-ce que vous avez décidé concrètement de quelque chose? De renforcer nos coopérations bilatérales en matière de sécurité et de défense. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des populations maliennes et burkinabées aujourd'hui et du Sahel de façon générale concernant la sécurité? C'est d'être beaucoup plus solidaires, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Merci. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le choix du Mali pour votre première visite officielle à l'étranger? C'est un pays frère, comme je vous l'ai dit, et nous partageons, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de population. C'est le même peuple, donc c'est un choix normal. Merci donc à la réalisation. En plus des 1200 km de frontières qui séparent le Mali et le Burkina Faso, ce sont donc des peuples frères. Ibrahim Traoré, dans une logique d'accentuation, d'amélioration de la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso, coopération sécuritaire. Bien sûr, Adama Sawadogo, une mauvaise nouvelle pour les djihadistes. Actuellement, on assiste à une collaboration entre les deux pays, Mali et Burkina Faso, et ça ne va pas être une nouvelle facile pour les terroristes. Moi, je dis que les terroristes, parce que ce ne sont pas des djihadistes, parce que le djihad, comme l'a enseigné la religion musulmane, ne se fait pas de cette façon. Donc, à nous de savoir communiquer pour ne pas faire la propagande. Voilà, eux, ce sont des terroristes et non des djihadistes. Voilà, actuellement, ça ne va pas être facile dans les rangs, parce que déjà que si vous êtes unis dans une lutte, vous allez mieux avancer, vous allez mieux sécuriser vos frontières, parce que nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes objectifs, et nous allons pouvoir converger vers une ligne droite. Sawadogo pour cette première intervention. La question, beaucoup se la posent pour vous qui êtes donc burkinabé. Quelle idée le burkinabé lambda se fait du capitaine Ibrahim Traoré? Seulement au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est une référence, un modèle de la jeunesse, un digne successeur de Thomas Sankara. Voilà, un nouveau Sankara nous est né. Et vraiment, actuellement, c'est la réjouissance. C'est la réjouissance.
totale. Les Burkinabés sont fiers d'être Burkinabés. Je reconnais Ibrahim Traoré comme l'homme à qui la mission pour sauver le Burkina Faso a été confiée et la population dans sa plus large majorité soutient bien évidemment. Adama Sawadogo, on va retrouver Linda Larbaoui également. Eh bien, Linda, à la suite de cette rencontre entre les deux chefs d'État, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, on le sait, Assimi Goïta avait déjà rencontré le prédécesseur d'Ibrahim Traoré cette fois-ci. Et c'est au tour d'Ibrahim Traoré de rencontrer le chef de l'État malien. Peut-on en tout cas être optimiste à la suite de cette rencontre-là, d'après vous? Bien sûr, bien sûr. On a passé le 1er novembre. Je vous avais dit qu'il y aura des surprises à partir du 1er novembre. Et que le sommet de la Ligue arabe, qui s'est réuni d'ailleurs le 1er et le 2 novembre, a porté ses fruits. Donc on le voit, ça a rapport, hein. C'est clair. Et puis, beaucoup de choses étaient... Donc je ne vais pas vous parler de ce sommet, mais en gros, je vais dire ce qui concerne l'Afrique. C'est que tout ce qui concerne le terrorisme a été pris en compte, les interventions étrangères. Et ce matin, je vous ai envoyé Afrique Média, il y a eu l'intervention de M. Lavrov qui a approuvé les résultats. Il y a eu la Chine aussi qui était très présente et qui a approuvé les résultats. Et tout ça, ça va en notre faveur puisqu'il y a 11 pays africains qui font partie de la Ligue arabe. Il ne faut pas l'oublier. Il y a la Somalie aussi, donc ça va venir, ça va descendre jusqu'à la Somalie. Si je dis ça, c'est parce que le terrorisme ne touche pas uniquement le Sahel. Il touche aussi la Corne, il touche la Libye, il touche pas mal de pays. Mais on va commencer par le commencement, là où le terrorisme a vraiment, s'est vraiment éparpillé et il est parti dans tous les sens, c'est à partir du Sahel. Quand le Sahel a été gangréné, c'est à partir de là que même au Cameroun, vous vous êtes retrouvés confrontés à ça. Il y a le Togo, il y a le Bénin, tous ces pays se sont retrouvés confrontés au terrorisme à partir du Sahel. Et je vous avais même dit, tant qu'il n'y a pas de désaccord avec les pays, ça ne peut pas s'arranger. Et le terrorisme, généralement, on le retrouve vers les frontières. Pourquoi? Pour la simple raison, quand ils commettent un acte, ils vont de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de suite. Donc là, c'est vraiment le début de la fin. On peut dire, on va voir des résultats à partir de maintenant. Ce qui n'a pas eu lieu par contre le 1er novembre, mais ça a été reporté à une date antérieure, mais ce n'est pas annulé, c'est les manœuvres militaires qui doivent se faire dans le Sahel et dans le colon Béchar. Et là, on va retrouver comme invité d'honneur l'armée égyptienne. Les Égyptiens aussi sont confrontés au terrorisme, surtout vers la frontière libyenne. Donc, il ne faut pas négliger cette armée qui est formée et qui connaît bien le problème du terrorisme, puisqu'à la base, les frères musulmans, les frères terroristes, sont nés en Égypte. Et il y a eu au sommet de la Ligue arabe, il y a eu des rapprochements très importants entre l'Algérie et puis l'Égypte. Concernant le dossier libyen, concernant le dossier du Sahel. Tout ça joue dans ce qui est en train de se passer actuellement. Le problème du Mali, quand il s'agissait de l'armement et puis des munitions, tout ça, ça s'est réglé. Et le problème du Burkina, ça, ce n'est pas réglé. Sachant que le Burkina ne peut pas acheter, ne peut pas s'alimenter en armes, puisqu'il y a des accords avec la France qui sont là. Mais il y a aussi le franc CFA. Le Mali a trouvé d'autres alliés. Ça va maintenant ouvrir des portes au Burkina pour qu'ils puissent s'équiper et pour qu'ils puissent se ravitailler. Donc, quels sont tout ça? J'ai une idée, puis j'ai des informations, mais je préfère ne pas en parler. C'est plus sécuritaire qu'autre chose. Parce que je sais que les frères terroristes, par exemple, ils suivent très bien Afrique Média. On le sait.
et il y a pas mal de comptes, de faux comptes qui les concernent, tout ça. Donc, j'ai une expérience dans tout ça. Moi-même, je suis en équipe sur les réseaux sociaux avec des amis et on lutte contre tout ça. En ce moment, d'ailleurs, par rapport à ce qui vient de se passer entre l'Algérie et l'Égypte, ce rapprochement, surtout concernant le dossier des terroristes, et depuis hier, la fin du sommet arabe, il y a un acharnement terrible contre l'Égypte et qui vient de tous ces faux barbus. Et c'est le début de la fin, je pense. Oui, ça va être c'est un nouveau monde qui s'est dessiné. Ça a été d'ailleurs la lettre de M. Poutine à tous ces Arabes avant qu'ils ne se réunissent. Ils ont reçu une lettre de M. Poutine en leur expliquant que le monde a changé. Profitez de cette occasion, essayez de vous constituer en groupe, quel que soit ce groupe, toujours dans la Ligue arabe ou autre chose. Il a parlé aussi des pays arabes africains, qu'ils essayent aussi de sortir de tout ça et qu'ils ont le soutien de la Russie. Ça en dit long, c'est le discours en dit long. Mais en tous les cas, les pays qui sont concernés par la Ligue arabe au niveau de l'Afrique, ce sont tous des pays qui sont concernés aussi par le terrorisme. Nous avons la Somalie, nous avons aussi le Soudan, nous avons l'Algérie, la Tunisie et nous avons aussi la Mauritanie, la Tunisie, tous ces pays-là sont concernés. Donc, il y a un soutien de la Russie, il y a un soutien aussi, il y a une lettre du président chinois qui est très intéressante aussi. Donc, il faut profiter de cette occasion pour essayer de sortir des crises existantes et des crises fabriquées par des mains étrangères. Et le terrorisme que nous avons est fabriqué par les mains étrangères. Donc, il va y avoir, à partir de maintenant, il va y avoir réellement il y a eu déjà une prise de conscience de la part des pays arabes qui se sentent eux-mêmes en danger maintenant, des pays du Golfe surtout. Et maintenant, on va voir un autre visage des pays qui luttent contre le terrorisme, mais avec beaucoup plus de moyens. Il y a des moyens qui vont être déployés au niveau armement ou au niveau argent, ou même au niveau des hommes. Il va y avoir des moyens qui vont aider à éliminer tout ce qu'il y a dans le Sahel. On commence par le Mali, où il y a déjà une armée sur place qui commence à avoir une expérience et qui s'est rapprochée de l'Algérie. L'Algérie, c'est le pays qui a le plus subi et qui a les plus gros archives et puis la meilleure expérience dans tout ça, surtout dans le Sahel. Et puis maintenant, on voit le rapprochement entre le Mali et le Burkina. Le Burkina pourra profiter de l'expérience acquise par nos frères maliens. Il pourra aussi profiter des équipements, certainement. Linda Larbaoui pour cette première intervention. Le général du peuple malien nous a également rejoint. Issa Diawara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, mon cher Junior Wafo, l'ami Div Doucement, et bonsoir à Linda Larbaoui. Bonsoir à tous vos invités. Merci. Merci à vous d'être enfin arrivé, Issa Diawara. Je le disais tout à l'heure à notre ami Adama Sawadogo, pour vous qui êtes donc du côté du Mali, en tant que général de la rue malienne, on le disait, Assimi Goïta avait déjà rencontré le prédécesseur d'Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la République. C'est autour du capitaine Ibrahim Traoré, nouveau président de la République, quelques mois plus tard, de rencontrer le colonel Assimi Goïta. Vous qui êtes sur le terrain, comment était l'atmosphère à l'arrivée d'Ibrahim Traoré et quelle comparaison peut-on faire entre l'arrivée d'Ibrahim Traoré à Bamako et celle de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Ça domine effectivement l'arrivée du président, le capitaine Ibrahim Traoré domine les débats ici. Je pense honnêtement que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, est venu réussir sans doute là où Damiba a échoué. Il est venu réparer les dégâts aussi commis par Damiba. N'oubliez pas que Damiba aussi, sa première visite, il l'avait réservée au Mali. Et nous, on pensait que c'était sincère. Et d'ailleurs, le colonel Assimi Goïta avait tweeté. Et j'ai dit encore une fois de plus, il a retweeté encore pour parler en tout cas de la visite du président capitaine Ibrahim Traoré.
On pensait que Damimba était très sincère, mais quand Damimba est parti, on l'avons très vite vu entre les bras d'Alassane Ouattara et entre les bras de Bazoum. Ensuite, il a jeté son train militaire. Il était dans des vestes au niveau de l'ONU. Donc, Damimba, en réalité, il a un peu beaucoup déçu, pour dire vrai. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les jeunes capitaines de l'armée du Burkina, du peuple frère, ces jeunes capitaines se sont levés. Il les fallait parce qu'ils sont en première ligne avec leurs hommes. Donc, Damimba est une erreur, Damimba est un échec. Et je suis convaincu que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du pays frère, le capitaine Ibrahim Traoré vient bien sûr réparer, en tout cas vient réussir là où Damimba a échoué. Parce que n'oubliez pas, il a donné une interview à l'aéroport de Bamako. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est là en réalité pour discuter. Non seulement c'est une visite d'amitié et de courtoisie, mais surtout pour discuter surtout des questions sécuritaires qui lient les deux pays. Parce qu'il était très bizarre, l'Afrique était tellement tombée très bas. Nous, on connaît le problème d'insécurité. Le Burkina connaît le même problème. Le Niger connaît le même problème. Mais entre nous, le Mali ne peut pas intervenir au Burkina. La même chose, le Burkina ne peut pas intervenir au Mali. Et dans tous ces pays, il n'y avait qu'un seul pays qui était présent. La France était présente au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. C'est la France qui avait ses bases militaires dans tous ces pays. Et nous-mêmes, Africains, nous n'avons pas le droit d'avoir une base militaire chez un pays frère. Mais la France, qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, a le droit de se promener dans tous nos pays. Et au même moment, c'est elle qui avait les moyens aériens, tous les moyens de pouvoir combattre le terrorisme, mais sans jamais combattre le terrorisme. C'est elle qui a ce mandat, qui a ses droits, qui a des hélicoptères, des drones, des avions de combat, des satellites, mais sans jamais combattre les terroristes. Comment expliquer que le Mali, en 12 mois, a neutralisé des milliers de terroristes, plus de 2000 terroristes, et que la France, en 9 ans, n'a pas pu neutraliser 200 terroristes? Comment cela s'explique? Par quoi cela s'explique? Aujourd'hui, je pense que le Mali, après 9 ans de guerre, face à ces terroristes, depuis que ces terroristes nous malmenaient, nous avons acquis de l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes en train de les chercher. Partout, nous voyons qu'entre eux là-bas, dans une partie aux confins du Mali, au nord, là, ils sont en train de se neutraliser. Nous les observons. Quand ils vont finir de se neutraliser, nous allons terminer le boulot de ce côté. Mais entre-temps, les centres autres là, tout est presque calme. Nous sommes en train de les chercher. Et donc, je pense qu'ils sont totalement en déroute. C'est une bonne chose. Moi, la venue du président Ibrahim Traoré, moi, je vois une alliance militaire. C'est-à-dire qu'il doit avoir partage des renseignements sur les terroristes, parce que n'oubliez pas, au niveau de la bande d'Aché, c'est-à-dire le long de la frontière entre le Mali et le Burkina, puisque nous, on ne peut pas intervenir sur le territoire burkinabé, et idem, le Burkinabé ne peut pas beaucoup intervenir de notre côté. Donc, les terroristes profitaient de cette difficulté, de cette lourdeur administrative, de cette erreur, de cette lenteur africaine pour profiter et en tout cas, et se prospérer. Aujourd'hui, avec la venue du président Ibrahim Traoré, moi, je pense non seulement il y aura partage des renseignements, il y aura ensuite une assistance mutuelle en cas d'attaque. Et bien sûr, moi, je vois dans les jours à venir une opération conjointe pour nettoyer la frontière Mali-Burkinabé des terroristes. Une opération militaire, ce n'est jamais 3 à 6 jours. Ça peut prendre des mois de préparation. Mais ce que moi, je vois arriver, bien sûr, c'est une opération, en tout cas d'envergure, une grande opération qui doit voir le jour, qui doit mettre en œuvre l'armée du Mali associée à l'armée du Burkina Faso. Merci. Merci à vous, Issa Diawara, pour cette première intervention. Je vous relance donc toujours sur dans le sens en tout cas de cette coopération bilatérale qui est évoquée, qui a également été évoquée par le capitaine Ibrahim Traoré au sortir de son entretien avec le président Assimi Goïta. Est-ce que, d'après vous, l'intention de coopération bilatérale telle que celle-là, dans le domaine militaire bien sûr, pourrait régler le problème de terrorisme dans le Sahel sans les apports des autres pays qui sont membres également de ce Sahel-là? Vous savez, le problème de terrorisme là, ce n'est pas aussi compliqué que cela. C'est nous qui l'avons rendu compliqué. Je m'explique. Nous, peuple africain, pourquoi? Quand les terroristes frappent du côté du Mali, regardez la zone de Monoro qui est constamment frappée au Mali. Monoro se trouve à peu près à 18 km de la frontière du Burkina. Où vous prenez la localité de Boulkessi,
qui est seulement à quelques kilomètres du Burkina. Ce sont les localités les plus exposées. De l'autre côté, quand vous prenez les localités de Djibo, de Ouaïgouya, comme ça, ce sont des localités du Burkina qui sont non loin de la frontière avec le Mali. Quand les touristes frappent au Mali, donc vous avez 30 minutes, si l'armée malienne ne réagit pas, ces touristes trouvent refuge du côté du Burkina ou du côté du Niger. Or, nous n'avons pas le droit d'aller les prendre de ce côté. Donc, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et quand ils frappent du côté du Burkina, les Burkinabés ont quelques minutes seulement pour réagir, sinon ils vont se retrouver du côté du Mali ou du côté du Niger. Mais qu'est-ce qui empêche nos États de coopérer? Voici ce qui nous empêchait, c'était la France qui avait mis son G5 Sahel et qui avait déplacé les QG dans ce qu'elle appelle zone de 3 frontières et qui n'avait rien à voir avec les vrais problèmes du terrorisme. À côté de ce que la France appelle l'État islamique au Grand Sahara, qui n'est autre que des mercenaires français. Beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit que ce sont les Français, la jeune française, c'est la jeune française qui est derrière les terroristes, beaucoup ne comprennent pas. Mais les mercenaires français recrutent au niveau local, forment au niveau local. La localité de Moura, que l'armée malienne avait reprise, où il y a eu plus de 200 terroristes neutralisés, et que la France a pleuré. Jusqu'à présent, le Mali est menacé de cela, qu'il y a eu entrave, je ne sais pas, et droit de l'homme ou quelle soit. Tout simplement parce que la France a perdu les terroristes les plus aguerris au combat, au niveau de Moura, au niveau de Sokolo, et bien sûr, au niveau de Tessit. Donc, à cause de cela, la France est en manque d'effectifs aujourd'hui. Donc, les terroristes là sont formés localement dans des bases militaires que nous octroyons à la France. C'est pourquoi le Burkina n'a plus raison d'autoriser une base militaire française au Burkina. Parce que la localité de Djibo est assiégée. La France dit être au Burkina pour combattre les terroristes. Voici toute une ville, toute une localité, des villages entiers sont assiégés. Les gens sont en train de manger des feuilles d'arbre. La France a une base militaire. On demande à la France, ok, puisque vous êtes venus combattre les terroristes, voici un village entier encerclé par les terroristes. Voici une ville entière encerclée par les terroristes. Venez les combattre. La France dit non, nous ne sommes pas prêts à aller les combattre. De ce cas, que fait la base française ici? Mieux vaut laisser les terroristes nous manger cri. Moi, je ne comprends pas à quoi sert la base militaire française si elle ne peut pas intervenir contre des terroristes qui sont visibles au niveau de la localité de Djibo. À quoi ça sert? Donc, mieux vaut aller vers une coopération site-site, Mali-Burkina. Nous avons les mêmes problèmes. Il n'y a pas de raison pour que nous ne donnons pas la main. Pour moi, cette coopération entre le Mali et le Burkina va bien sûr mettre fin au terrorisme au niveau du Sahel. Il n'y a nulle part au monde la sécurité à 100%, mais je pense que ce terrorisme-là sera considérablement affaibli. Et plus les terroristes sont affaiblis, plus la France n'a plus sa raison d'être. Je vois des rapports bidon façon qui font croire que depuis que la France est partie du Mali, il y a eu le terrorisme qui a gangréné. Moi, je me demande, il s'agit de quel Mali? En tout cas, il ne s'agit pas du Mali dans lequel moi je vis, dans lequel moi je circule. Il ne s'agit pas du Mali dans lequel moi je travaille. Il ne s'agit pas du Mali dans lequel moi je suis témoin de l'arrivée de cette histoire du terrorisme. Parce que n'oubliez pas, je suis au Mali, bien avant l'arrivée au pouvoir du président. Nous avons grandi ici, c'est notre pays. Et le premier coup de terrorisme qui a commencé avec le président Amadou Toumani Touré, nous sommes là. La prise du pouvoir par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Nous étions là au Mali, nous n'avons pas bougé. Moi, je ne suis pas un Malien qui vit ailleurs. Nous sommes dans ce pays. Toute cette histoire, tous ces massacres, nous l'avons vécu. Toutes ces humiliations, nous les avons vécues. Et aujourd'hui, pour une des rares fois, ces derniers mois, nous n'avons pas vu aussi la situation sécuritaire s'améliorer de cette façon. Il fait longtemps. Aujourd'hui, nous pouvons faire 20 jours, un mois sans attendre parler d'une attaque quelconque. Peut-être on peut attendre qu'un véhicule a sauté sur mine, mais dire que les terroristes sont venus s'attaquer à un militaire malien, mais ça c'est fini là. Auparavant, là, nous on ne pouvait pas faire 5 jours, 6 jours sans attendre que les terroristes soient attaqués à une position de l'armée malienne. On détruit cette position, il y a 20 morts, il y a 30 morts, il y a 40 morts, il y a 10 morts, il y a combien de blessés, et certains ont été évacués là-bas. L'aménagement venait seulement nous aider à enterrer les cadavres et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est nous qui enterrons les terroristes. C'est nous qui jetons leur corps dans la nature. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de se chercher. Et je suis convaincu qu'une coopération
entre le Mali et le Burkina va arriver à bout de cette histoire du terrorisme. Merci. Eh bien, Issa Diawara, rapidement avec cette dernière intervention, est-ce que tout ce que vous venez d'énumérer, on peut dire sans honte que cela a également été rendu possible grâce au partenariat direct et ouvert militaire, bien sûr, entre le Mali et la Fédération de Russie? Mais obligatoirement, obligatoirement. Vous savez, j'ai causé avec beaucoup de militaires. Je vous parle vrai, beaucoup doutent des munitions que la France nous donnait. La France nous donnait des munitions, on se demande si c'était des munitions qui pouvaient même tuer les terroristes. On se demande si ce n'était pas des balles blanches ou en tout cas des munitions qui visaient seulement à affronter les terroristes. On avait des armes qui chauffaient entre les mains des militaires. Les militaires m'attendent, ils savent de quoi je suis en train de parler. L'armée, c'est la grande muette, mais moi, je suis libre de parler. Et si c'est quoi que ce soit, les militaires peuvent m'interpeller. Je vous assure qu'avec la Russie, non seulement on a eu des munitions de qualité, des armes de qualité et à suffisance. Et avec la Russie, pour une première fois, nous avons des avions de combat. Nous avons des hélicoptères de combat. 9 ans de présence de la France. Nous n'avons eu aucun hélicoptère de combat. C'est la France qui était la toute puissante ici et qui ne faisait rien. Nous étions la plus faible ici et c'est nous qui étions tués. Et la France trouvait ces motifs-là, c'était un bon motif pour justifier en tout cas la présence française. Avec les Russes, non seulement nous avons des bonnes munitions, non seulement nous avons des équipements, des armements lourds, c'est-à-dire des avions, des chars de combat de qualité, des engins lourds de combat, mais aussi avec les Russes, nous avons dorénavant une formation de qualité. Nos militaires qui sont formés par les instructeurs russes sont à niveau, peuvent mener des opérations n'importe quel combat. Aujourd'hui, il est très difficile et nous bénéficions surtout d'un renseignement de qualité. N'oubliez pas que quand c'est avec nous, on n'avait pas de renseignement, on n'avait pas de communication. C'était des terroristes qui avaient des renseignements sur nous et ce sont des terroristes qui se jetaient contre nous. Avec les risques dorénavant, nous savons dénicher les terroristes, nous savons où les trouver et bien sûr, nous savons comment les neutraliser. Donc avec la coopération avec la Russie, c'est une coopération gagnant-gagnant. Nous disons merci aux Russes et nous disons vraiment vive un partenariat équilibré, un partenariat réussi pour une Afrique libre, pour une Afrique libérée. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. On va de ce pas retrouver donc Adama Sawadogo. On a écouté Issa Diawara. Les choses sont allées dans le bon sens depuis le début de cette coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Le Mali avait déjà, dès le départ, marqué, on va dire quoi, marqué la différence avec les autres États. Et ouvertement, les autorités maliennes s'étaient rapprochées de la Russie et très rapidement, ce qui a d'ailleurs conduit au résultat qu'on observe aujourd'hui. Adama Sawadogo, qu'est-ce qui explique que le partenariat donc avec la Russie, qui a depuis longtemps été réclamé et par le peuple burkinabé et par les militaires burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré, qui semble avoir envie de s'engager dans cette voie-là, est en train de le faire à petits pas. Voilà. Effectivement, la collaboration avec la Russie est dans toutes les paroles des populations. Actuellement, lors des manifestations, vous allez voir à plusieurs reprises les manifestants qui scandent le drapeau de la Russie. Parce que nous avons déniché la supercherie de la France. Nous savons maintenant qui est la France. Et nous savons que la France est là seulement en nourrissant le terrorisme et en empêchant nos armées d'évoluer. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand rêve qui se réalise actuellement pour les peuples burkinabés et surtout pour les militaires, parce que c'est eux-mêmes qui avaient besoin même de cette collaboration avec la Russie, parce que non seulement nous allons nous doter d'une armée de dernière génération, voilà, des avions de combat, digne de ce nom, parce que depuis 1960 à nos jours, nous sommes sous la collaboration militaire avec la France qui nous a rien appris jusqu'à ce jour. Bon, soit l'élève n'était pas bon, ou soit c'est le maître qui n'était pas bon aussi, il faut le dire. Et si nous sommes actuellement dans une situation pareille, c'est parce qu'on a fait cette fausse route dès le départ. On a pris un partenaire qui ne pouvait pas vraiment grand-chose pour nous, qui était là pour des agendas cachés, qui justifiait vraiment le terrorisme face à la présence militaire ici.
bien que nous ne voyons pas de résultats sur le terrain. Voilà, désormais, aujourd'hui, la présence russe est d'autant plus nécessaire pour la survie de nos États, la souveraineté de nos États et aussi voilà, la préservation de la dignité africaine. Voilà, Oui, cette coopération-là, on le disait, appelée de tous les vœux par la plus grande partie du peuple burkinabé, mais cela ne se fait pas rapidement. Comment on peut expliquer cela d'après vous? Je sais pas bien. Cela ne se fait pas rapidement, peut-être. Oui, cela ne se fait pas rapidement. La question est en ligne d'Alarbaoui. Je n'ai pas bien entendu votre question, excusez-moi Vincent. Vous pouvez répéter? La question est celle de savoir, quand on connaît les résultats qu'on a observés du côté du Mali grâce au partenariat entre le gouvernement malien conduit par le colonel Assimi Goïta et les instructeurs russes du côté du Mali, le général du peuple mali, Issa Diawara, le rappelait d'ailleurs, il a fait état de tout ce que l'armée malienne a pu gagner avec le soutien de ces instructeurs russes-là. Mais du côté du Burkina Faso, on n'observe pas la même célérité avec laquelle cela s'était fait du côté du Mali. Comment on peut expliquer cela? Je vais vous l'expliquer, mais je vais rectifier quelque chose que M. Diawara a dit. Quand il a dit combattre le terrorisme, c'est pas aussi difficile que ça. Je me permets de le dire parce que ça concerne la sécurité des personnes civiles en Afrique. Il n'y a pas plus difficile que le terrorisme. L'armée égyptienne jusqu'à l'année dernière, c'était la première armée africaine et l'armée algérienne, c'était la deuxième armée africaine. Cette année, ça a changé. L'Algérie a pris la première position et l'Égypte la deuxième position. Ce sont des pays qui ont souffert plus de 30 ans du terrorisme. L'Algérie est arrivée à bout, mais pas l'Égypte. Donc je peux pas laisser dire ça pour que les gens restent vigilants. C'est du terrorisme dont on parle, ce n'est pas d'une guerre. Les terroristes, on ne va pas les combattre avec un Sukhoi ou avec un MiG. On ne va pas les combattre avec des hélicos, sauf quand ils sont au Sahel où il n'y a personne. Le terrorisme peut s'infiltrer dans les villes, il va faire 5-6 bombes, il va tuer 400-500 personnes. C'est ça le terrorisme, c'est ça dont on parle. Mais c'est ça la gravité, c'est que c'est un ennemi fantôme. Un terroriste peut guetter M. Diawara parce qu'il dérange, il va lui mettre 2 balles dans la tête. C'est ça le terrorisme. Donc on ne peut pas dire que c'est facile. Si c'était aussi facile que ça, l'Égypte souffre encore. L'Algérie souffre encore. Donc, on ne peut pas dire ça, c'est pas possible, c'est grave. Si on dit ça, les gens vont être moins vigilants. Le terrorisme vit avec nous. Ce sont nos voisins, les terroristes. Ce sont nos amis. Ce sont des amis d'école. Le terrorisme se cache derrière, il peut se cacher derrière n'importe qui. Et les terroristes ne viennent pas dans une ville, que ce soit Bamako ou autre, par hasard, s'ils n'ont pas d'autres personnes qui travaillent avec eux et qui sont planquées parmi nous. C'est ça le terrorisme. Donc, pour répondre à votre question, celui qui pense que l'Algérie n'a pas joué un rôle important dans tout ce qui s'est passé au Mali se trompe énormément. Des fois, j'évite cette conversation parce que je suis algérienne et je ne veux pas qu'on croie que je raconte ça parce que je suis algérienne. C'est une vérité. L'Algérie a soutenu le Mali avec les munitions, avec des armes, avec beaucoup de choses. Et ça a été publié même par les Russes. Et avec des instructeurs, avec des informations, les plus importantes informations, c'est l'Algérie qui les donne, c'est pas la Russie. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les plus grandes archives et tout ce qui concerne le terrorisme, même les Américains demandent aux Algériens. Le terrorisme a commencé, la première action des terroristes en Algérie, c'est depuis 1982. Donc, vous voyez un peu l'expérience que nous avons. La Russie n'est pas un pays sahélien.
Si on n'a pas des gens qui connaissent le Sahel, on ne peut pas combattre le terrorisme. Je vais rajouter quelque chose. Les gens qui se sont impliqués massivement pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, ce sont les tribus Azawad. Ils se sont impliqués personnellement. Il y a des chefs de tribus qui ont collaboré avec l'armée algérienne, qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'armée algérienne pour lutter contre le terrorisme. Les Azawad, ils ne sont pas tous pour la France et ils ne sont pas tous pour la séparation du nord du Mali et du sud de l'Algérie, c'est faux. Il y a ceux qui sont contre ça et qui luttent contre ça. Maintenant, l'Algérie n'est pas frontalière avec le Burkina pour pouvoir donner son aide. C'est pas possible. La légitimité avec le Mali, c'est qu'il y a 1320 ou 80 kilomètres de frontières. Ça nous a donné une légitimité. Mais il y a eu beaucoup de déplacements de responsables algériens. Je vous ai envoyé la semaine dernière ce que c'est que le CEMAN et les 4 chefs d'état-major qui se sont réunis à Alger par rapport à la lutte contre le terrorisme. Justement, c'était le 1er novembre. Maintenant, bien sûr, ça va par rapport au Burkina Faso. Encore une fois, la Ligue arabe, quand elle s'est réunie, il y a des dossiers très chauds, il y a le financement. Il y a le mois dernier, l'ancien premier ministre du Qatar a été interviewé et on lui a demandé pourquoi ils ont financé le terrorisme. Il a répondu clairement et il a dit il y a des documents qui existent. Nous n'avons pas financé le terrorisme. On ne donnait pas de l'argent aux groupes terroristes. On donnait l'argent aux Africains. Et c'est eux qui distribuaient. Pour M. Issa Diawara, pour nos amis qui nous écoutent là, les téléspectateurs, dans le Sahel, il n'y a pas que Al-Qaïda, Al-Moudjahou et Boko Haram. Répertoriés par l'armée algérienne, il y a 30 groupes terroristes avec 30 financements différents. Je vous donne des chiffres officiels et ça a été dit par l'un des plus hauts responsables algériens. J'ai aussi envoyé cette déclaration à Afrique Média. Donc, quand on a affaire à plus de 30 groupes terroristes, ça ne veut pas dire que c'est des groupes de 20 personnes, 30 personnes. Quand il y a une fatwa, on ramène 50 000 personnes. Avec une seule fatwa des renégats, c'est 50 000 personnes qui rejoignent les rangs. Donc, le terrorisme est très grave. Le financement a été coupé et c'est ça qui va aider avec la collaboration bien sûr, et les instructeurs russes. Qu'est-ce qu'a apporté la Russie? La Russie a apporté le droit du veto, elle a apporté, bien sûr, du grand matériel dans le Sahel, et elle a apporté le poids au niveau international et au niveau diplomatique. C'est très important tout ça. Par contre, pour les renseignements, c'est beaucoup de l'armée algérienne. C'est elle qui a les dossiers, c'est elle qui connaît. Il y a Dagrali, moi je vous ai parlé de lui, je vous ai dit même qu'il était dans le sud Liban, il a été arrêté par des Israéliens, il est ressorti suite à un échange de prisonniers avec la Syrie dans les années 80. Donc son dossier, l'Algérie là, et elle sait très bien avec qui il s'est entraîné, qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça les renseignements. Le terrorisme, les groupes terroristes, on peut les combattre par le financement, couper les financements, et par aussi les gens qui fréquentent tout ça. Il y a quelques mois, j'ai envoyé à notre sœur Amina une chose que nos amis maliens n'ont pas remarqué du tout. Eh ben, il y a un livre qui est sorti sur le Mali pour appeler les terroristes à rejoindre le Mali. Et c'est des Algériens comme mon groupe à moi et d'autres groupes qui ont fait tout un travail sur les réseaux sociaux pour empêcher ça. Je peux vous le renvoyer, je vous renvoie le titre du livre, tout ça. Donc on ne peut pas dire que c'est pas grave. Combien de livres sont sortis par rapport à ces renégats pour que d'autres groupes rejoignent le Sahel? Il y en a eu tellement. Donc le terrorisme, bien sûr, qui va être vaincu, Inch'Allah.
Et les rapports entre le Burkina et le Mali, il n'y a pas plus important actuellement que ça. Il faut que ça se fasse pour empêcher que des groupes terroristes passent d'un côté et à l'autre. Ça, il faut que j'en ai parlé tellement de fois de ça. Et puis, ça va permettre, encore une fois, je répète, ça va permettre à nos amis du Burkina d'avoir des munitions et d'avoir au moins des armes de poing pour qu'ils puissent se défendre. Ça, c'est important. Mais le rôle que va jouer le CEMOC dans tout ça va être très radical, décisif et important. Renseignez-vous pour nos téléspectateurs, c'est CEMO. Donc vous pouvez regarder un peu ce que c'est sur les réseaux sociaux. Mais je vais même aller plus loin. Quand l'Algérie l'avait proposé, la France s'y est opposée et elle a créé le G5 Sahel pour casser le CEMOC. Donc aujourd'hui, ça s'est remis. Les 4 chefs d'État se sont réunis et c'est ça qui va mettre fin à tout ce qui est terrorisme et bien sûr le refus des pays du Golfe de continuer à financer tout ça. Pour toutes ces précisions, on va donc de ce pas prendre la direction de Bruxelles pour retrouver notre géopoliticien Luc Michel, qui est en direct également ce soir. Bonsoir et bienvenue Luc, bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir à mes collègues du plateau et du Zoom et bonsoir à nos téléspectateurs. Luc Michel, on reparlait de cette rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue, président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. On est revenu sur les propos d'Ibrahim Traoré au sortir de cet entretien qui revenait sur la coopération militaire bilatérale qui sera accentuée et accélérée entre le Mali et le Burkina Faso. Mais par la suite, on est revenu avec les autres invités sur le manque de célérité qu'il y a entre les nouvelles autorités de Ouagadougou et la Fédération de Russie pour parfaire cette lutte contre le terrorisme-là. La question, je vous la pose à vous également. Pourquoi cela ne se fait pas avec autant de vitesse qu'on a observé au Mali? Mais parce que ce sont des accords entre États et au Mali, le terrain a été préparé, mais ce n'est pas le cas ici. Le succès du coup d'État du capitaine Traoré, c'est une surprise, y compris pour la Russie. Et pour le moment, donc, il faut que les choses se mettent en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que les belles années de l'importation du terrorisme par les Occidentaux en Afrique est terminée. Il y a maintenant un Mali qui n'est plus isolé, qui a des partenaires, en particulier évidemment au Burkina Faso. Et ce que Paris annonçait, c'est-à-dire une explosion du terrorisme, et un Mali qui n'était pas capable d'y faire face, ça n'arrivera pas. C'est cela qu'il faut retenir évidemment dans l'affaire. Maintenant, la Russie, évidemment, je le rappelle, ce sont des accords d'État en État qui ensuite sont étendus à des compagnies de sécurité militaire privées et à des États. Tout cela prend beaucoup de temps à se mettre en place, d'autant plus qu'en ce moment, évidemment, la Russie a d'autres soucis. Merci à vous, cher Luc, pour cette première intervention. Eh bien, Adama Sawadogo, le Burkina Faso, dans sa lutte contre le terrorisme, on a vu des vertes et des pas mûres. Vous l'avez dit, en tant que Burkinabé, vous êtes confiant en ce qui concerne la reprise en main du pays par le capitaine Ibrahim Traoré, mais on est quand même obligé de s'interroger sur certaines zones d'ombre qui entourent le magistère d'Ibrahim Traoré. Il faut dire qu'il y a des panafricanistes qui sont en quelque sorte persécutés du côté du Burkina Faso et également la France qui est encore ultra présente au Burkina Faso dans l'administration, dans leur administration à eux. Comment on peut expliquer cette disparité entre la volonté, les aspirations du peuple burkinabé et les décisions que prennent actuellement les nouvelles autorités de Ouaga? D'abord, il faut pas faire une nuance entre les choses. Il y a la France qui est là, qui fait du terrain et qui est en train de faire des manœuvres pour mettre le peuple en doute et de mettre en conflit les nouvelles autorités et le peuple burkinabé. Voilà, là-dessus, il faut que ce soit clair. Voilà, il y a la France qui met des manœuvres actuellement
pour pouvoir justifier son présence ou son maintien ici. Et il est en train de tout faire pour mettre en conflit les peuples burkinabés. Actuellement, il y a la question des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui se pose. Il y a été une initiative du gouvernement, une volonté de recruter 35 000 à 50 000 volontaires de civils pour protéger les communes, les régions et les nationaux. Et ça, c'est une très belle initiative dans la mesure où les populations vont s'impliquer dans la défense de leur patrie. Et à ce que je chasse, et on ne peut pas dire qu'il y a une persécution d'activistes ici. Il y a des plans de la France pour pouvoir terrasser, voilà, et s'aimer la zizanie et la discorde entre les panafricanistes et aussi entre le gouvernement et le peuple burkinabé. Voilà, diviser pour mieux régner, c'est toujours la devise de l'impérialisme. Et il faut que nous, les peuples africains, nous, les peuples burkinabés, et nous, tous, peuples africains, sachons lire entre les lignes et déjouer les plans macabres et sadiques, voilà, de la junte française. Donc, il faudra vraiment faire très, très, très attention au traitement de l'information. Voilà, c'est pourquoi je défends qu'on doit bannir, tout comme le Mali, les médias français tels que France 24, RFI, TV5, etc. Ce sont des médias de politique, de contre-vérité. Ce sont des médias de propagande. Et là, c'est clair et avéré. Et il faut prendre les informations que ces médias nous donnent avec le pincette. Voilà. Et sinon, actuellement, bon, on ne peut pas dire qu'il y a peut-être des pressions pour pouvoir déstabiliser certains leaders, mais pas pour... on ne peut pas parler de persécution de nos nouvelles autorités contre des leaders actuellement sur le terrain. Eh bien, Adama Sawadogo, je ne parlais pas des pressions des autorités burkinabées sur certains panafricanistes directement, mais bien sûr, indirectement, on le sait, il y a d'ailleurs une cabale qui est orchestrée contre un de nos invités, Nestor Podassé, jeune leader panafricain. Une cabale est orchestrée contre lui, sûrement par les soins de la France au Burkina Faso, mais il y a quand même lieu de s'interroger, par exemple, sur la question de l'ambassadeur Luc Alade. Où est-il actuellement? Bon, actuellement, je ne sais pas la position, je ne connais pas la position exacte voilà, de Luc Alade. Maintenant, il faudrait savoir que depuis longtemps, nous sommes au courant que Nestor Podassé, et lui aussi, il était dans le collimateur du service secret français, et il a même échappé à plusieurs tentatives d'enlèvement et d'assassinat à Bobo-Dioulasso. Là, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Et comme ça a été le cas au Niger, nous avons vu qu'il y a un leader panafricaniste qui a été assassiné de sang-froid et que jusque-là, il n'y a pas de justice et que nous soupçonnons vraiment la France d'être derrière tout ça. Voilà, et là, c'est ça aussi. Donc, on peut dire que sous Damiba, Nestor Podassé vraiment a été quelqu'un qui a été, voilà, en danger. Voilà, un activiste en danger. Et bon, on sent que c'est la politique française de déstabiliser les grands décideurs, les grands panafricains et pour pouvoir casser le moral des autres. Voilà. Merci à vous. Asdama Sawadogo, on reprend la direction de Bamako pour retrouver Issa Diawara. Les manœuvres, elles sont connues depuis des années. Adama Sawadogo vient encore de nous expliquer comment la France semble être en train de manœuvrer pour revenir aux affaires du côté du Burkina Faso. Il y a donc des raisons pour nous de penser qu'il est temps que les autorités passent à la rupture brutale entre les relations des deux pays, parce que on ne peut pas faire ami-ami avec un serpent. Ok, merci. Merci, je vais répondre à votre question. Et j'ai le droit de réponse. La grande sœur Linda m'a interpellé. Permettez-moi, le général n'a jamais dit que le terrorisme c'est un truc facile. Je suis malien, j'ai perdu beaucoup de parents dans ce combat. J'ai mis à peu près le quart de mon salaire dans cette lutte en communication et dans la recherche. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Il faut pas comprendre comme ça.
il faut mettre les choses dans leur contexte. Quand je dis c'est facile, je parle de l'absence de communication entre les pays africains. C'est-à-dire quoi? Il suffit pour le Mali et le Burkina de communiquer. Et il faut relativiser. C'est relatif. Quand on parle du terrorisme aujourd'hui au Sahel, au Mali, c'est pas la même chose qu'en Algérie, par exemple, où vous vous dites chez vous, quelqu'un peut se faire sauter avec une bombe pour faire exploser 400 personnes. Mais chez nous, ce sont des camps militaires qui tombent entre les mains des groupes terroristes. Et dire terrorisme, pour moi, le terrorisme n'existe pas. 30 groupes terroristes, pour moi, ça n'existe pas. Il s'agit de 30 groupes de la France, 30 groupes de l'OTAN. Ce sont des hommes qui ont été recrutés localement. Certains sont venus du Moyen-Orient pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il s'agit. Les terroristes n'existent pas. Pour moi, même utiliser le mot terrorisme, ne pas dire des mercenaires français, pour moi, c'est une bonne excuse, c'est une façon de protéger la France. Les terroristes n'existent pas ici. Les terroristes en Syrie, ce sont des Israéliens, ce sont des Américains. Les terroristes au Sahel, ce sont des Français, ce sont leurs alliés. Ça peut être les Qataris, les Arabes Saoudites, mais en tout cas, c'est d'autres pays qui sont en train de nous agresser. Le petit berger du Mali n'a rien à voir avec le terrorisme. Il a tout le temps existé ici. Cette histoire du terrorisme, je vais vous faire peut-être, comme vous aimez vous-même rentrer dans l'histoire. Vous savez, avant la pénétration coloniale française, il y a eu un homme qui a régné sur le Mali, la Guinée et autres. Il disait qu'il faisait le combat, il faisait le djihad. Il s'appelle El Hadj Oumar Tall. C'est lui qui a affaibli nos royaumes juste avant que le colon arrive. Aujourd'hui, les djihadistes sont en train de faire la même chose. Il s'agit pour eux, les terroristes là, de casser nos armées et ensuite faciliter encore non seulement et faire occuper nos pays par les bases militaires occidentales. À long terme, à défaut de cela, les pays qui vont résister aussi longtemps font ce qu'on appelle une guerre par procuration. Vont nous mettre cette guerre, ils sont armés, détenus toutes les preuves. Qu'est-ce qu'ils en faites? C'est la France qui est en train de nous agresser. Il n'y a pas de... C'est la France qui est terroriste. Terroriste en tant que tel, c'est la France qui est terroriste. Je comprends quand vous dites que l'Algérie connaît beaucoup des terroristes et des archives, a beaucoup des archives, oui. Parce que vous et moi, Linda, vous connaissez l'histoire. Vous savez aussi, vous êtes géopoliticien. Vous savez, vous êtes analyste de la sécurité. Vous savez autant bien que moi que beaucoup de patrons de terroristes sont bien sûr des Algériens. Ça, vous le savez, c'est une évidence, personne ne peut le nier. Mais entre nous, ça ne fait pas de l'Algérie un État terroriste. Mais ce sont des ressortissants, bien sûr, de l'Algérie qui sont des vrais bailleurs de terrorisme. Ce sont eux, en tout cas, qui ont formé même les petits bergers du Mali aujourd'hui au terrorisme. Et ensuite, pour terminer, je voudrais dire, rassurer que nous savons que c'est une guerre par procuration. On dit que ces terroristes-là sont venus de la Libye. Mais le Mali n'a aucune frontière terrestre avec la Libye. Quels sont les pays qu'ils ont traversés pour atteindre le Mali? Je mets un point d'interrogation à ce niveau et je vais continuer. Mais Junior Wafo, l'expulsion de la France par le Burkina est en cours. Mais il faut savoir voir, il faut savoir lire entre les lignes. Quand il est venu ici, n'oubliez pas, il y a un pays européen qui dit, ok, son ambassade quitte le Mali. D'accord. Il dit qu'il veut en tout cas coopérer sur le plan sécuritaire avec le Mali. Or, l'Occident dit quoi? Que le Mali n'a pas des incidents risques, mais Wagner. Ça veut dire quoi? La France va partir, en fin de compte. Si la France ne part pas, la France se fait expulser. Même au Mali. Vous savez, nous, peuple d'Afrique, nous sommes suffisamment intelligents aujourd'hui pour pousser la France à la porte, pour ça tirer une seule balle. Cette coopération avec le Mali, la France va partir. Première des choses. Autre chose, ces dossiers que vous dites que les panafricains sont, en tout cas, pourchassés ou autres là, au Burkina. La France introduit une plainte contre notre camarade Nessor Bodassi. Si la plainte n'aboutit pas, c'est-à-dire que n'est pas inquiet, qu'est-ce que la France fait? La France dit qu'il y a collision entre les manifestants et le régime burkinabé. Une fois de plus, la France va décider de plier bagages et de partir. Connaissant un peu l'arrogance de l'autre là, de Macron. Autre chose, il suffit que l'armée burkinabé lance une opération et demande une assistance militaire de la France, une couverture aérienne. Si la France ne vient pas, l'état-major burkinabé est en mesure de demander, bien sûr, la fin de coopération avec, bien sûr, les militaires français. Une fois de plus, troisième prétexte pour faire partir la France. Je pense, la France va partir, même les médias français. Si cela arrive, les médias français vont s'arranger du côté de leur armée et vont commencer à propager du mensonge contre le Burkina. Et si cela arrive, les Burkinabés n'auront autre choix que de demander la fermeture de ces médias RFI et France 24. Je pense que c'est un processus
qui est en cours et ce processus, il faut le respecter. Ensuite, je voudrais préciser que Azawad n'existe pas pour les Maliens. Dire Azawad, c'est le vocabulaire de la France. Nous, Maliens, nous, on n'accepte pas cela. C'est un tabou ici. Nous, on ne veut pas de cette histoire, de cette connerie, de ces machins. On ne veut pas de cela aujourd'hui, on ne veut pas de cela demain, et nous allons combattre cela. Il n'y a aucune région, aucun village du Mali, aucune tribu du Mali qui s'appelle Azawad. C'est une création de la France. Et ces gens-là avaient proclamé leur pseudo-indépendance à partir d'un média français, c'est sur France 24. Et c'est la France qui les a fait tourner dans toute l'Europe. Donc ça n'existe pas ici. Nous sommes agressés par la France qui veut avoir des bases militaires partout en Afrique. Et bien sûr, nous n'allons pas permettre cela. La guerre, c'est une guerre par procuration. Nous sommes en guerre contre la France et contre personne d'autre. Et ensuite, pour terminer, je pense que la coopération entre le Mali et le Burkina, on a parlé qu'il peut y avoir des opérations conjointes, il peut y avoir une assistance entre les deux pays. C'est là que je dis ce combat, ces terroristes qui occupent. C'est pas comme en Algérie. Hein. Chez nous, les terroristes occupent nos villages, occupent nos villes, nous empêchent de brûler des récoltes. C'est ce qui se passe chez nous. Et mais pourquoi? Parce que nous ne communiquons pas. Parce que les Mali et le Burkina n'étaient pas en train de communiquer. C'est la France qui communiquait entre nous. C'est la France qui circulait. La France était présente au Mali, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad. Partout dans tous ces pays, la France a ses bases militaires. Mais tu ne trouveras aucun militaire malien au Burkina, ou bien aucun militaire burkinabé au Mali. C'est là que j'ai dit, mais il suffit de mettre cela en œuvre, on va faciliter certaines choses. C'est dans ce contexte que je l'ai dit. Sinon, nous connaissons la dangerosité du terrorisme. Et ensuite, le VDP du Burkina, on va recruter 50 000 volontaires. Je ne pense pas que l'armée burkinabé seule puisse former aujourd'hui les 50 000 volontaires de façon très rapide. Roch Kaboré avait commis la même erreur. Il a recruté des volontaires qu'il a fait déployer sans les former, sans une très bonne formation militaire. Résultat, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Moi, je pense sincèrement de l'avenir du président Ibrahim Traoré. Il est question que les en tout cas, appuyer, porte assistance et puisse accélérer la formation aussi de ces volontaires burkinabés. Je ne serais pas surpris de voir beaucoup d'entre eux être aussi du côté du Mali dans la guerre contre le terrorisme. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. On va reprendre la direction de Bruxelles pour retrouver notre géopoliticien Luc Michel. Cher Luc, nous sommes donc là, en plein dans la guerre contre le terrorisme, la guerre, on va le dire, conventionnelle, mais on parle beaucoup de ce qu'on appelle la cyberguerre dans le cadre de la lutte contre ces entités-là. Est-ce que, d'après vous, vous pensez que les autorités maliennes et burkinabées sont suffisamment armées en termes de cyberguerre pour riposter, apporter la riposte à l'ennemi? Le cyberguerre, c'est un concept des Français, de l'OTAN et des États-Unis. Il y a une émission de France Télévisions, France 5, qui est la régie d'État, qui dirige notamment RFI et France 24, qui a sorti une émission spéciale avec notamment la participation d'un ancien directeur de la CIA à ce qu'ils appellent la cyberguerre. Quelle est la thèse des Français? C'est que les Russes, Afrique Média, moi-même, nous leur faisons peur, mais nous tirions toutes les ficelles en Afrique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Afrique contre la France serait des montages médiatiques. Dans la cyberguerre, il y a l'utilisation des terroristes, il y a l'utilisation des hackers, il y a l'attaque contre des infrastructures civiles, il y a la guerre de communication. Ils sont venus m'interviewer à Bruxelles parce qu'évidemment, je suis l'un des plus actifs pour leur répondre en France même. Et comme je l'ai dit aux journalistes, c'est faux de raconter qu'il y aurait d'un côté des médias occidentaux qui feraient du journalisme et de l'autre côté des médias africains qui serviraient la Russie. En fait, nous sommes dans une guerre où il y a deux camps. Du côté du camp de l'Occident, c'est-à-dire de la France, des États-Unis et de l'OTAN, il y a aussi les journalistes français et les médias français, comme RFI, France 24, France 5. De l'autre côté, il y a nous, les pro-russes et les pan-africanistes. C'est cela la cyberguerre. Au milieu de tout cela, évidemment, la lutte contre le terrorisme,
ce n'est qu'un aspect de cette guerre. Mais évidemment, à Bamako, comme à Ouagadougou, on ne doit pas oublier que la guerre principale, c'est la guerre de communication, avant même le combat contre le terrorisme. Déployer des volontaires en subissant la guerre développée par Paris, c'est une erreur. Nous devons commencer par être non seulement en Afrique, mais en France. Nous devons être victorieux sur le plan des médias. Et après, nous pourrons régler nos comptes avec les terroristes. Est-ce que la solution implémentée par les Maliens, c'est-à-dire la fermeture de ces médias-là au Burkina Faso, pourrait être un début de solution, pourrait être un début de victoire? Écoutez, la première semaine de l'offensive, de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'adversaire nous a montré la voie. Il a interdit Russia Today et Sputnik, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas les diffuser sur l'Internet européen. Il a fermé toutes mes chaînes sur Vimeo, plus de 15 chaînes et 15 000 vidéos. Il a fermé l'accès de la Russie à des médias comme Twitter, comme Facebook, etc. Et le Mali a répondu en interdisant RFI et France 24. C'est la voie. Il ne faut plus permettre à des médias de guerre, comme les médias français ou américains, de se déployer en Europe. Les Burundais, en 2015, 2016, 2017, nous avaient déjà montré la voie en interdisant le Voice America, l'AFP ou la BBC de diffusion dans le Burundi. On ne doit pas céder de place aux ennemis. En Russie, les médias occidentaux, l'AFP, Facebook, YouTube, Google et les grands médias d'États européens sont interdits en Russie. Ils le sont aussi en Chine. Ils le sont aussi en Iran. Nous devons suivre ce qui se fait ailleurs. Au sein de la guerre médiatique, il n'y a pas une presse occidentale qui est neutre. Il y a une presse occidentale qui nous agresse et qui doit être interdite de diffusion. Luc Michel, on va retrouver notre ami Adama Sawadogo. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite de cette émission. Adama Sawadogo, que peut-on dire pour sortir? Ouvrez votre micro, Adama Sawadogo. Ouvrez votre micro, Adama. On vous reçoit. Je disais que j'ai pas bien compris la question. On vous reçoit, je disais, nous sommes donc dans la dernière ligne droite, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission. Que peut-on dire avec vous pour sortir? Des soucis de connexion avec Adama Sawadogo. Adama Sawadogo, vous me recevez? Voilà, je vous entends. Je disais, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Que peut-on dire avec vous pour sortir en tant que dernière prise de parole? Ah, d'accord. Ce que je pourrais intervenir, bon, c'est appeler le peuple burkinabé et le peuple malien, ainsi que les peuples africains à une grande solidarité. Il faut que nous, les Africains, on apprend la cohésion, le fait de s'unir pour pouvoir combattre nos objectifs. Actuellement, ce que le Burkina et le Mali est en train de faire constitue vraiment un piédestal très solide dans la lutte contre le terrorisme. Parce que avec une seule main, on ne peut pas ramasser de la farine. Il faut que ton voisin soit là pour que vous puissiez ramasser cette farine. Et j'invite vraiment les jeunes Nigériens, les jeunes de la Côte d'Ivoire, les jeunes de la Guinée à vraiment être solidaires, à vraiment s'unir pour que nous travaillions ensemble pour sécuriser notre territoire, pour sécuriser notre continent. C'est de ça qu'il s'agit, parce que l'avenir de notre nation, l'avenir de notre continent dépend de nous, la jeunesse, et de l'implication que nous donnons dans cette lutte.
à Ouagadougou. On va à présent retrouver Linda Larbaoui pour son mot de fin également. Eh ben, pour le mot de la fin, je vais dire une chose à tous les panafricanistes et même à tous les peuples africains. Il faudrait qu'on reste sur un seul objectif, se mettre tous contre le néocolonialisme et le néocolonialiste. C'est ça notre objectif. Après, s'il y a des petits comptes à régler entre des frontières, entre des pays comme ça, on les réglera après. Mais les temps vont être très très durs. On va passer un moment assez rude et assez dur. Justement, Monsieur Lavrov a fait une déclaration ce matin par rapport au résultat de la réunion de la Ligue arabe. Il parle aussi des Africains. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 11 pays africains qui sont concernés. Il y a le terrorisme aussi dans ces pays-là auxquels nous sommes confrontés. Donc, il va falloir qu'on mette tous comme nous sommes, et merci beaucoup Afrique Média, ça nous aide, tous comme nous sommes, avec nos informations et nos efforts, on les met tous dans le même sac, et puis après on verra. Après les choses peuvent s'arranger s'il n'y a plus justement des présences étrangères qui nous mettent la pagaille dans notre cher continent. Merci à vous, Linda Larbaoui. On va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver Luc Michel pour son mot de fin également. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une lutte globale. C'est une erreur de croire qu'il y a des pays qui luttent contre le terrorisme. Il y a des pays qui luttent contre l'ingérence. Il y a des pays qui luttent contre la déstabilisation de leurs élections. Par exemple, la Guinée équatoriale ou le Gabon. En 2023-2024, il y a une série impressionnante d'élections dans les pays africains qui fait autant de portes ouvertes à la déstabilisation occidentale. Les Américains et les Français préparent un super printemps arabo-africain. Nous sommes tous solidaires. Il faut une réponse globale de tous les États africains à la déstabilisation occidentale. Et cette réponse globale, elle doit se faire en alliance avec l'allié de l'Afrique et des pays arabes, qui est la Russie, l'Iran et la Chine. Le monde global, il y a d'un côté les États qui se battent pour un monde multipolaire, et de l'autre côté, il y a le bloc américain occidental. Nous devons être... Merci à vous pour cette intervention. Nous devons être unis si nous devons... c'est avec ces paroles que nous prenons la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien Issa Diawara pour son mot de fin également. Mon mot de fin, je salue bien sûr mes co-panélistes, les aînés Linda et Luc Michel, plus les frères du côté du Burkina. Vous savez, mon mot de fin, en fait, moi je reste convaincu que les officiers du Mali, du Burkina et même de la Guinée au pouvoir, n'oubliez pas que Ouattara bénéficie d'un renfort militaire. Ces officiers, ce sont des hommes de terrain, ils ne vont pas se laisser faire. Moi, je pense que Ouattara a beaucoup plus peur parce que hier, je vis l'agent de renseignement de la France, l'agent noir, Serge Daniel Cuté, que bientôt des négociations directes, c'est-à-dire quoi? Alassane Ouattara a décidé d'envoyer une équipe directement à Bamako. Vrai ou faux, c'est Serge Daniel qui a tweeté, je ne sais pas, sauf si son compte a été piraté. Mais une telle information montre que peut-être soit Ouattara veut gagner du temps en essayant de voir ce qu'il fait avec les Français, à défaut, mais je rassure Ouattara que les Français ne peuvent rien face au peuple malien. Deuxième chose, il a peur, parce que ses officiers ont tous des promotionnels dans ces pays, ils ont beaucoup d'amis. C'est vrai que Ouattara a désarmé aujourd'hui les militaires ivoiriens, mais il n'a d'autre choix. Un jour, il finira par leur donner des armes, ou un jour, ils partiront chercher des armes eux-mêmes. Donc, je pense qu'il a intérêt à travailler à la stabilité de la sous-région, et je pense l'alliance Mali-Burkina, Guinée, j'ai tout un cela et je défends cette ligne. C'est une CEDEAO des panafricains qui est opposée à une CEDEAO des anglo-colons, des nègres de maison. Il y a cette opposition frontale au sein de la CEDEAO. Nous saluons Ousmane Sanko qui arrive bientôt à renfort du côté du Sénégal en 2025. Il y aura d'autres renforts. Le président de la Sierra Leone est venu ici, lui il est venu et essayer de se confesser
auprès du colonel Assimi Goïta. Et il dit lui-même, je ne sais pas depuis quand, que lui-même il est ancien militaire. Donc, il y a une CEDEAO portée par les militaires aujourd'hui alliés aux Russes, bien sûr opposée à une CEDEAO des politiciens qui ont été formés dans des écoles des partis politiques de la France et qui sont portés par Emmanuel Macron. C'est ces deux CEDEAO qui sont en train de s'affronter et je vous dis que c'est une CEDEAO de la dignité africaine qui affronte une CEDEAO de l'indignité africaine. Donc il y a ces deux CEDEAO qui s'affrontent et je reste convaincu que la vérité va triompher, la vérité aura le décis. Une CEDEAO de la souveraineté, du respect des peuples africains qui disent vouloir vivre digne. À partir de notre dignité, nous allons dépasser l'Occident, contrairement à une CEDEAO qui se voit endettée par l'Occident à partir de leurs propres biens et bien sûr qui est en train de quémander, qui est en train de mendier certaines peut-être infrastructures auprès du colon. Et il y a ces deux CEDEAO qui s'affrontent. Et je pense que la vérité, c'est du côté de nos ancêtres. La vérité, c'est du côté des peuples d'Afrique. Nous allons gagner. Je vous remercie. Merci à vous également, Issa Diawara. Général du peuple malien, on salue le travail que vous abattez du côté du Mali pour la libération de l'Afrique avec les dignes combattantes comme Amina Fofana également, qu'on salue toujours sur nos antennes. Merci à vous, chers messieurs. Merci à vous, Adama Sawadogo, Linda Larbaoui, Luc Michel, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition d'Appel sur le continent. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois de plus ce soir. Restez sur Afrique Média. Vous le savez, nous sommes le jeudi. Le programme est très chargé. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ulrich Lunga dans le cadre de l'émission Afrique Santé. Par la suite, ce sera au tour de Fabrice Mahop de vous entretenir dans le cadre d'Africa Foot. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.